Alors, ce que je vous propose avant de laisser la parole à Patrick Barrault, c'est de commencer par une très courte vidéo de Christophe Lafont. Voilà, donc je vous laisse regarder la vidéo et je vous souhaite une bonne conférence à tous. Et ce sera Patrick Barrault qui prendra la suite. Voilà. Chers amis, mesdames, messieurs, je vous remercie d'avoir accepté d'assister à ces rencontres mutuelles et d'y participer si vous le souhaitez. Ces rencontres se tiennent à distance, la situation oblige, bien sûr. Nous savons qu'elle vous a touché, cette crise sanitaire, et nous essayons de le prendre en compte et de nous organiser en conséquence. Et j'espère toutefois que nous aurons bien sûr l'occasion très vite de nous retrouver dans des conditions beaucoup plus traditionnelles avec davantage de convivialité. Les thèmes qui vous seront exposés aujourd'hui et qui vous inviteront à la discussion et à l'échange sont en correspondance avec des sujets que vous connaissez, des sujets qui vous sont chers. Ces sujets sont liés à notre quotidien, à notre santé, à notre environnement. L'ambition de cette rencontre est également d'avoir des liens entre nous, des liens entre vous surtout, des liens entre vous et nous. Nos partenaires, qu'ils soient nouveaux ou de longue date, ont accepté de contribuer à ces rencontres avec leurs compétences, avec leurs envies d'échanger avec nous. Je les en remercie de tout cœur. La MGEN, votre mutuelle, se porte bien. Elle se porte bien parce qu'elle est attentive et elle se porte bien grâce à vous. Ces sections départementales, ces espaces mutuels, ces centres de contact sont en relation. Ces établissements sanitaires et sociaux font le travail sur le terrain. Et aujourd'hui, 93% des adhérents font confiance à la MGEN. Je tiens enfin tout particulièrement à remercier les militantes et les militants, les correspondantes et les correspondants, les salariés qui font que ces rencontres mutuelles peuvent se tenir. Je les en remercie vivement. Je vous souhaite de fructueux débats. Donc, Patrick Barrault, président MGEN des Hautes-Pyrénées. Mesdames, Messieurs, chers amis, les 8 départements de la région MGEN Occitanie-Ouest ont regroupé leurs forces pour mettre en œuvre cette conférence sur le sujet de la santé environnementale. En 1999, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, déclarait lors de la conférence ministérielle Santé et environnement que l'environnement est la clé d'une meilleure santé. D'après l'OMS, la santé environnementale comprend les aspects de la santé humaine, y compris la qualité de la vie, qui sont déterminés par des facteurs physiques, chimiques, biologiques, sociaux, psychosociaux et esthétiques de notre environnement. Aussi, agir sur les facteurs environnementaux permet de prévenir, préserver et améliorer l'état de santé de la population en améliorant la qualité des eaux, de l'air, des sols. Dans ces 3 milieux, il va s'agir d'assurer la prévention des risques pour la santé associés aux expositions à divers agents physiques, chimiques, biologiques, omniprésents dans notre environnement et notre alimentation. Le domaine santé et environnement est au cœur d'enjeux intersectoriels, nationaux et internationaux. Le plan national d'action en santé-environnement numéro 4, intitulé « Un environnement, une santé pour la période 2021-2025 », contribue à promouvoir des comportements et des environnements favorables à la santé. Permettre à chacun d'être acteur de son environnement et de sa santé. Pourquoi, comment? Pour répondre à ces questions, nous avons invité 3 personnes. Madame Sylvie Nouvel, responsable de Météo France Albi. À sa gauche, Monsieur Loïc Stéphan, maître de conférence à l'Université Champollion et auteur en collaboration avec Pierre-Éric Sutter d'un livre « N'ayez pas peur du collapse ». Merci. À sa droite, Monsieur Gérard Poujade, expert consultant en développement durable, maire de la commune du Séquestre et élu impliqué à la communauté d'agglomération d'Albi et auteur du livre « Une politique du développement durable ». Cette conférence en ligne, nous l'avons voulu interactive. Après chaque intervention de nos invités, nous laisserons un temps de questions-réponses, questions que vous, auditeurs participants, vous pourrez poser par le vecteur du chat. Pour commencer, je laisse le micro à Madame Nouvel
qui va nous éclairer sur les impacts du changement climatique en Occitanie. Puis, M. Stéphane, vous aborderez les conséquences économiques et sociales de ce changement. Et enfin, nous terminerons avec M. Poujade, qui nous donnera des pistes sur la façon dont chaque citoyen peut agir pour contrarier ce changement. Madame Nouvelle, à vous. Oui. Bonjour à tous. Donc, je suis responsable du Centre Météo France Albi et j'ai une formation de prévisionniste. J'ai été prévisionniste pendant de nombreuses années. Donc, on va aborder le changement climatique d'abord dans sa dimension planétaire et ensuite on fera un focus sur la région Occitanie. Donc, le changement climatique, c'est une notion que l'on doit aborder à l'échelle globale, à l'échelle du système planétaire. Puisque lorsqu'on parle de température, d'augmentation de la température moyenne, hein, c'est la température moyenne à l'échelle de la planète. Donc ici, vous pouvez voir un compteur qui est établi à partir d'observations. Donc ceci est coordonné par l'OMM, hein, l'Organisation mondiale de la météorologie. Et donc différents pays participent à cet effort. Donc, l'augmentation de la quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère se poursuit depuis l'ère pré-industrielle. Et donc, tous les mois, ce compteur est remis à jour. Donc, en avril 2021, la concentration de CO2, de gaz carbonique, a été donc relevée à 419 ppm, donc parties par million. C'est une valeur record hein, qui n'a jamais été atteinte. Donc, sur le graphique, donc, on peut voir cette observation qui est faite. Donc, ce sont des données observées hein, depuis 1960 à aujourd'hui, avec en bleu donc, une donnée qui est observée à Hawaï. Donc, l'observation a été choisie dans un secteur où il n'y a pas d'interférence avec l'activité humaine. Ensuite, en jaune, donc une observation faite par les satellites de la NOAA, l'Agence nationale américaine de la météorologie, et en rouge, donc la même chose pour le Japon. Donc, on voit que les trois courbes sont concordantes, hein, donc il n'y a pas de doute sur ces mesures-là et que cette courbe est en constante augmentation. Alors, depuis combien de temps ? Si on prend donc la page suivante, la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère depuis 2000 ans était restée stable pendant de nombreuses centaines d'années. Comme vous pouvez le voir ici, la concentration donc de CO2 était de 280 parties par million pendant jusqu'en 1850. Bon, 1850, en fait, c'est la date qui a été arrêtée par le GIEC suite à de nombreuses discussions entre pays pour définir donc le début de l'ère industrielle. Donc, au cours de l'ère pré-industrielle, on avait un taux de CO2 dans l'atmosphère stable et ensuite, vous voyez qu'à partir de 1850, l'augmentation se fait très rapide et dans un temps relativement court. Alors là, on a rajouté, enfin, il y a donc le CO2, le principal gaz à effet de serre que tout le monde connaît, mais il y a aussi le méthane, hein, CH4 et l'oxyde nitreux. Le méthane étant un gaz qui est beaucoup moins présent, mais qui a une capacité à donc, bloquer la chaleur, hein, les émissions de rayonnement infrarouge, pardon, beaucoup plus puissante que le CO2, 25 fois plus puissant. Donc, c'est un paramètre qu'on surveille également. Donc, vous voyez qu'on est passé de 280 à 429 hein, en l'espace de 200 ans environ. Donc, l'effet de serre, qu'est-ce que c'est? Alors, l'effet de serre, c'est un phénomène naturel qui permet de réguler la température à la surface de la Terre. Hein. En effet, s'il n'y avait pas d'atmosphère, eh bien, la température de la Terre descendrait en dessous de 0 et même jusqu'à moins 18 à moins 20 degrés. Donc, c'est quelque chose qui est nécessaire et même indispensable à la vie sur Terre. La lumière du soleil, c'est la seule source d'énergie qui arrive à la surface de la Terre dont on bénéficie. Donc, cette lumière, vous voyez, arrive
sous forme de rayonnement visible avec 23% qui sont absorbés par les nuages et restitués ensuite, 29% qui sont réfléchis directement par les nuages et qui repartent dans l'espace, et sur les 50, sur le restant, donc une autre partie est réfléchie à partir de la surface des océans, du manteau neigeux et de la surface terrestre. Alors sur cette énergie qui arrive à la surface, alors une grande partie est absorbée par les océans, une autre partie par la surface terrestre, et elle est restituée sous forme de rayonnement infrarouge. Bon, on le voit la nuit, par exemple, c'est visible notamment quand il fait chaud, comme en ce moment, où l'on ressent bien la nuit cette restitution, hein. Et progressivement, par rayonnement infrarouge et de manière assez lente, elle repart vers l'espace, mais elle rencontre sur son parcours des nuages et aussi ces fameux gaz à effet de serre. Donc, vous avez remarqué que lorsque le ciel est couvert, la température descend beaucoup moins vite la nuit. C'est ça l'effet de serre en particulier. Et ces gaz à effet de serre vont avoir un effet bloquant qui vont déséquilibrer cet équilibre qui fait qu'actuellement, la température terrestre se maintient autour de 15 degrés, 13 degrés pour la France. Alors, quel impact ça peut avoir sur la planète, cette augmentation des gaz à effet de serre? Eh bien, comme vous le voyez sur la courbe du haut, le schéma du haut, eh bien, on a une augmentation de la température. Alors, la courbe noire correspond à des observations, une température qui augmente de 1 degré. Donc, ce sont des observations qui ont été faites sur la période 1900-2013. Donc, sur le schéma du haut, il y a une courbe rouge qui représente des simulations du climat qui ont été effectuées par les modèles climatiques couplés ce que l'on appelle couplés océan-atmosphère, donc qui représentent bien le système Terre. Et donc, on voit que ces modèles arrivent très bien à simuler les observations. Les deux courbes sont tout à fait concordantes. Donc, la courbe noire des observations, c'est en quelque sorte le témoin. Sur la courbe du bas, eh bien, on remarque que lorsque la concentration, ce que j'ai oublié de dire, c'est que dans le premier schéma, on donne en données d'entrée au simulateur la concentration de gaz à effet de serre telle qu'elle a augmenté au cours du siècle. Alors que sur la courbe du bas, on ne met que le forçage naturel et on considère que la concentration de CO2 est restée à 280 ppm tout au long du siècle. Et là, on se rend compte que le modèle n'arrive pas à simuler cette hausse de la température et maintient un climat plutôt stable avec un décalage de 1 degré. Donc, ce qui explique par rapport à ce schéma du haut qui est témoin que cette augmentation du taux de CO2 a bien une influence sur le climat qui est en train d'évoluer aujourd'hui. Alors, conclusion, c'est une certitude. L'OMM a conclu dans son rapport, suite au dernier rapport du GIEC, à cette phrase-là, donc il est extrêmement probable que l'activité humaine est la cause principale du réchauffement climatique observé depuis le milieu du XXe siècle. Les effets de la diminution des gaz à effet de serre permettant d'atténuer le réchauffement climatique ne sont pas immédiats. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que tout au long, depuis le début de cette histoire de réchauffement climatique, il y a eu des sommets mondiaux, les accords de Kyoto, de Paris, et au cours des accords de Paris, à chaque fois, donc, on se fixe des objectifs. Et se fixer des objectifs pour diminuer les gaz à effet de serre. Il faut savoir que lorsqu'on décide de diminuer les gaz à effet de serre, ça n'a pas un effet immédiat dans le sens où les gaz qui ont été émis dans l'atmosphère mettent un certain nombre d'années à retomber sur Terre ou à disparaître vers l'espace. Et donc, la diminution se fait très lentement. Donc, il faut au minimum 30 ans, et dans l'idéal, c'est une centaine d'années, pour commencer à en voir les effets. Donc, ça veut dire que aujourd'hui, on ne peut plus repousser les échéances.
Donc, il faut agir si on veut qu'en 2050, on commence à inverser la tendance. Alors, une fois qu'on a dit ça, eh bien, on essaie de voir si déjà aujourd'hui, on a des effets visibles. Alors oui, la température globale a augmenté de 1,2 degré depuis le XXe siècle. Les 5 jeux de données étudiés par l'Organisation mondiale de la météorologie confirment la décennie 2011-2020 a été la plus chaude jamais constatée, ce qui inscrit cette tendance sur la durée. Et les 6 années les plus chaudes ont toutes été enregistrées depuis 2015. Donc 2016 qui a la palme, 2019 en seconde position et 2020 arrive derrière. Donc sur la courbe de gauche, on voit les différentes observations, certaines issues de modélisation, qui arrivent à ce résultat d'une augmentation de 1,2 degré. Les différentes courbes que l'on voit sont tous les modèles qui sont utilisés par les différents pays qui participent à cette étude du GIEC, et donc depuis 1850. On voit qu'à partir de 1975, les modèles sont vraiment en accord et on voit qu'on a fait beaucoup de progrès. Sur la courbe de droite, parallèlement au réchauffement de la température de l'air, la température des océans augmente aussi. Alors là, c'est en termes d'énergie que l'on a retracé cette évolution. Mais de la même manière, il y a une évolution. Donc 90% en fait de cet excédent d'énergie lié à ce 1,2 degré en plus est capté par les océans et l'eau aussi du coup se réchauffe. Ce qui entraîne évidemment une hausse de la surface, du niveau de la surface des océans. Alors, il y a plusieurs, c'est toujours complexe, de toute façon, vous allez voir. Il y a plusieurs facteurs qui font que le niveau des océans augmente. Alors, le premier facteur, c'est la dilatation de l'eau, puisque quand l'eau se réchauffe, son volume augmente et le niveau de l'océan augmente aussi. C'est le facteur principal. Ensuite, il y a la fonte des glaciers, puisque vous pouvez le voir sur la partie gauche de l'écran. Pendant que l'air se réchauffe, les glaciers fondent. Ici, c'est en termes de surface, donc 1 million de km² en moins. Sur la courbe de droite, à l'inverse, on voit que le niveau des océans augmente. Donc, en moyenne, on l'estime entre 8 et 10 cm. Donc, vous voyez l'effet que ça peut avoir, la fonte des glaciers. Ce n'est pas une vue de l'esprit. D'ailleurs, ça a des conséquences déjà en termes socio-économiques, notamment au niveau de la pêche au Groenland, où c'est l'activité principale. Alors, est-ce que ce réchauffement se fait de la même façon partout? Eh bien non, il y a des disparités. Les continents se réchauffent plus vite que les océans. Donc, vous voyez sur ce schéma une estimation annuelle de l'anomalie positive de température qui atteint entre 2 et 3 degrés au niveau des régions arctiques qui sont particulièrement touchées. Et notamment en hiver. Vous voyez que sur le schéma du bas, on a une variabilité annuelle, saisonnière, et on dépasse largement les 3 degrés en hiver. Pour vous donner un exemple, parce que 3 degrés en température moyenne, ça ne veut pas dire grand-chose, mais concrètement, ça veut dire qu'en termes de température maximale extrême, il y a des écarts de 10 degrés par rapport aux normales saisonnières. C'est ce qu'on est en train de vivre actuellement à Albi aujourd'hui, c'est-à-dire que par rapport à la température moyenne qui est de 24 degrés, aujourd'hui, il fait presque 34 degrés. Donc, eux, en Arctique, ils vivent ça assez régulièrement au cours de l'année. Il y a aussi les régions tropicales qui sont touchées, tant en été qu'en hiver, ce qui n'était pas évident il y a une vingtaine d'années où on ne savait pas trop comment allaient évoluer ces régions. En France maintenant, alors quel est le constat? Depuis le début du siècle, la température moyenne en France a augmenté de 1,7 degrés, ce qui est un petit peu plus que les 1,2 degrés à l'échelle mondiale. Ce réchauffement, en plus, s'accélère chez nous, c'est-à-dire qu'il augmente de 0,3 degrés par décennie
notamment au cours de ces 30 dernières années, et on le voit bien entendu sur ce graphique, sachant que la période de référence qui est appliquée est celle de 1981-2010. À l'échelle maintenant de notre région, en Occitanie, l'anomalie de température moyenne annuelle, donc depuis 1950, est en hausse également, notamment depuis les années 90, où là, on voit que c'est tout à fait récurrent et qu'on dépasse les 1,2 degrés aujourd'hui. Toulouse, par exemple, connaît en moyenne, si on fait une comparaison un peu triviale, mais pour donner une idée, connaît en moyenne des températures proches du climat de Marseille d'il y a une trentaine d'années, puisque le climat marseillais a évolué lui aussi, et lui se rapproche maintenant du climat plutôt de l'Italie. Alors, en termes de projection maintenant. Alors, les projections DRIAS, c'est un projet qui a été mené à Météo France pour essayer de voir comment comment on peut envisager les choses à l'échelle régionale, à l'échelle plus fine. Donc, on a fait ce qu'on appelle des descentes d'échelle, en essayant donc d'affiner nos modèles. Alors, concernant les modèles et les projections, quelles sont les sources d'incertitude des projections? Puisqu'on entend, ça va se réchauffer de 1 degré, 2 degrés, 3 degrés, 4 degrés. La variabilité naturelle va imposer des petites différences, la variabilité naturelle du système climatique. Donc, elle est liée aux interactions de différentes composantes du système Terre entre elles, notamment l'interaction entre l'atmosphère et les océans. Par exemple, on connaît bien actuellement le phénomène El Niño. C'est un phénomène qui se produit, c'est le réchauffement en fait de la température de surface de l'eau au large du Pérou. Ça se produit environ une fois tous les 5 ans en moyenne et ça a un impact sur le temps qu'il fait, même chez nous en France. Donc ça, c'est une variabilité climatique qui permet d'avoir des petites incertitudes sur les projections. Ensuite, il y a l'incertitude des modèles climatiques utilisés pour simuler le climat. En effet, la formulation et la paramétrisation des processus physiques et thermodynamiques sont décrits un peu différemment selon les modèles qui sont issus de différents pays et donc avec leur propre historique. Enfin, les incertitudes du scénario socio-économique, les différentes hypothèses d'évolution des émissions de gaz à effet de serre sont traduites en scénario de concentration de gaz à effet de serre, ce qu'on appelle les RCP. Alors, les RCP sont constitués en fonction des objectifs que l'on s'est donnés en termes de réduction des gaz à émission d'effet de serre. Donc, comme vous voyez sur le graphique, selon le scénario, le réchauffement est plus ou moins important. Notamment, le scénario du laisser-faire, c'est le scénario le plus pessimiste en rouge et nous amènerait, si on ne fait rien, à des concentrations de gaz à effet de serre de 1000 et plus, 1000 parties par million, donc en 2100. Si on prend un scénario médian, c'est-à-dire qui correspond en gros aux accords de Paris, là, on va avoir une augmentation encore de la température jusqu'en 2050, on va dire, et un petit peu après. Et ensuite, on devrait arriver à inverser la tendance. Et enfin, le scénario optimiste, c'est le scénario qui se donne comme objectif d'arriver à la neutralité carbone en 2070. Et là, la hausse de la température globale ne serait que de 2 degrés, 2,3 pour la France. Alors, en France, on se simplifie un peu la vie, c'est-à-dire qu'on a sélectionné trois RCP, 3 scénarios. En fait, il y en a beaucoup plus que 5, des scénarios qui ont été simulés par les modèles. Donc, en termes de température moyenne, donc si on prend le scénario médian, donc là, effectivement, on arrive à stabiliser l'augmentation de la température moyenne. Si on fait beaucoup d'efforts, là, on va même arriver à rester à notre situation actuelle, on va dire, les 1,2 degrés. Par contre, si on ne fait rien, vous voyez qu'on augmente et on arrive à 4 à 5 degrés supplémentaires. Alors, qu'est-ce que ça signifie 4 degrés supplémentaires? Alors, concrètement,
On arrive aujourd'hui donc à utiliser et à donner des indicateurs par exemple pour les vagues de chaleur. Les vagues de chaleur, donc aujourd'hui, vous voyez sur ce graphique, en termes de vagues de chaleur, donc on est pour les plus fortes en 2003 sur des durées d'une quinzaine de jours avec une intensité moyenne autour de entre 29 et 30 degrés. Si je prends le scénario du laisser-faire, donc le scénario du pire, dans un premier temps, jusqu'en 2050, on voit que effectivement le nombre de canicules augmente, mais dans la majorité des cas, on reste à peu près sur une même durée. Bon, on a une augmentation quand même, un risque d'avoir des canicules un peu plus longues. Et par contre, on voit qu'à partir de 2050, il y a là une explosion du nombre de canicules, donc une fréquence beaucoup plus importante et également des canicules très intenses puisque la durée au total, alors là c'est par an, hein, on arriverait à 75 voire plus jusqu'à 90 jours de canicule par an, ce qui représente à peu près 2 à 3 mois, juillet, août, septembre en gros, où on serait dans des conditions de canicule. En France, maintenant, concernant les précipitations, alors là, vous voyez, suivant les scénarios, on n'arrive pas à dégager de tendance au niveau annuel. Par contre, si on regarde de manière un petit peu plus fine, on verra que les épisodes pluvieux seront plus intenses et répartis différemment au cours de l'année, c'est-à-dire qu'on aura des pluies plus intenses en hiver et en automne avec des épisodes cévenols parfois catastrophiques et en été des sécheresses plus longues. Quelles sont maintenant les conséquences en Occitanie en 2050 et en 2070 concernant les étés et le confort qu'on peut avoir la nuit, par exemple? Alors, on a un indicateur qui s'appelle les nuits tropicales. Ça correspond à une température supérieure à 20 degrés. Alors là, on utilise le modèle médian hein, pour ne pas être trop catastrophiste. Effectivement, hein, on ne va pas montrer le pire. Actuellement, donc ici, vous voyez, c'est la situation actuelle qui est décrite. On a en moyenne 10 nuits tropicales par an à Toulouse, 34 à Montpellier. Sachant que sur le pourtour méditerranéen, on a nettement plus de nuits tropicales que sur notre région Midi-Pyrénées. À un horizon moyen, c'est-à-dire entre 2041 et 2070, les nuits tropicales doubleraient à Toulouse, on serait à 20, et également quasiment à Montpellier. Donc 60 jours à Montpellier, c'est l'équivalent de 2 mois au cours de l'année. Et je ne vous montre pas à l'horizon 2100 où là, on est au niveau donc, que je décrivais tout à l'heure, hein, 80 à 90 000. Alors, quelles conséquences ça peut avoir des sécheresses, des canicules à répétition? Eh bien, une sécheresse des sols de plus en plus marquée. En 2035, alors vous voyez ici en 2035, l'augmentation de l'indicateur de sécheresse qui augmente un petit peu partout, le jaune clair étant la moyenne actuelle, dont seule une petite partie du Tarn aurait encore un indice de sécheresse proche de la moyenne. Partout ailleurs, c'est plus sec. Et en 2055, là, très, très nettement, il y a un assèchement des sols très important sur toute la région. Et est-ce que cet assèchement des sols ne se produirait qu'en été? Eh bien non, ce serait tout au long de l'année. Alors, ce graphique montre la variabilité annuelle de l'humidité du sol. En vert, en orange, pardon, vous avez la moyenne actuelle qui est calculée sur la période 1960-1990. Et en vert, vous avez les projections sur un scénario médian. Alors, ce scénario médian montre que tout au long de l'année, l'indice d'humidité des sols serait nettement plus bas que la moyenne, donc des sols plus secs que la moyenne. Et en conséquence, on aurait donc ici des périodes sèches de sécheresse dès le mois de juin et qui se prolongeraient jusqu'au mois de novembre. Enfin, la conséquence de la conséquence, un assèchement des sols, eh bien, ça signifie une végétation plus sèche et cela entraînera une augmentation du danger météo de feux de forêt de 30 à 50% en 2050.
Donc, vous voyez ici l'indice de feu de forêt actuel et donc en 2035, pardon, et en 2070 sur la droite, avec des régions qui seront particulièrement touchées, la vallée de la Garonne, le sud du Tarn et la Montagne Noire, ainsi que le sud de l'Aveyron et tout le pourtour méditerranéen, bien entendu. Enfin, pour terminer, l'enneigement dans les Pyrénées. Si on prend le RCP 8.5, le scénario du laisser-faire, eh bien, on s'aperçoit, en ayant fait une étude, en particulier sur les massifs à une altitude de 1500 mètres, que donc vous voyez actuellement, donc en moyenne, hein, on a un manteau neigeux de l'ordre de 2 mètres qui a diminué déjà, puisqu'en 2015, on est plutôt en moyenne autour de 1 mètre, 1,50 m, les bonnes années. Et donc, au cours de cette évolution jusqu'en 2100, on s'aperçoit qu'en 2100, on n'aura plus de manteau neigeux à ces altitudes-là. Par contre, si on arrive à faire beaucoup d'efforts avec le RCP 2.6, eh bien là, on arrivera à avoir quand même une période d'enneigement, mais qui sera amputée d'1 mois à 1 mois et demi chaque année. Enfin, pour terminer, en conclusion, donc vous avez vu que le changement climatique, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est devenu une réalité avec des risques sur la santé, notamment en termes directs sur la fragilité du corps humain, ainsi qu'en termes de risques d'environnement, c'est-à-dire au niveau plus de canicules, ça signifie plus d'épisodes de pollution, tout simplement, et en termes d'impact environnemental. Donc, je laisserai l'intervenant suivant développer tout ça. Et pour finir sur une note un peu positive, tout le monde peut agir. Aujourd'hui, donc, il y a un projet qui s'appelle Oasis, qui est en partenariat avec donc la ville de Paris et les enseignants, et donc les écoliers et les collégiens. Et c'est sur ce projet de végétaliser les cours de récréation à l'école pour en faire des oasis. Puisque, bon, pour expliquer un petit peu par rapport à l'îlot de chaleur, une étude a été menée et donc la revégétalisation des grandes villes permettrait de diminuer de 2 à 3 degrés cet impact important en été. Merci, Madame Nouvel. Nathalie, est-ce qu'il y a des questions sur le chat? Alors, il y aurait une première question. Y a-t-il des disparités climatiques en Occitanie selon l'altitude, le couvert végétal, l'orientation? Alors, oui, effectivement, par rapport au couvert végétal, on s'aperçoit qu'il y a des régions qui commencent déjà à souffrir de la sécheresse, notamment la vallée de la Garonne, ainsi que la vallée de la Goutte, l'Aveyron aussi, qui jusqu'à présent ne connaissait pas vraiment d'épisodes de canicule, commence à connaître ça. Et il y a également une disparité en fonction de l'altitude, hein, puisque aujourd'hui, donc, on a constaté que, par exemple, pour les températures minimales, eh bien, il y a un impact plus important en montagne, avec des températures minimales en été qui sont nettement plus élevées qu'auparavant. Merci. Une deuxième question. Ce qui impliquerait la disparition d'espèces végétales endémiques de notre région. Avez-vous établi une carte sur notre région? Alors, concernant la végétation, si je peux répondre, j'ai juste un exemple en tête, c'est la culture des noyers dans le Lot et dans la Corrèze, puisque aujourd'hui, on assiste à une disparition de nombreuses propriétés de noyers, puisque les noyers souffrent de la sécheresse. Et l'été dernier, il y a eu une perte assez importante de la culture des noyers. Une autre question, ne devrait-on pas revoir la loi limitant la plantation d'arbres à 2 mètres pour nous laisser végétaliser? Alors, je ne suis pas spécialiste pour répondre en termes de législation.
Ce qui est sûr, c'est que la plupart des études qui ont été menées montrent que la revégétalisation, c'est quelque chose qui aura un impact. En fait, on se réfère également, il y a une étude, un projet qui a été mené entre Tunis, le Grand Tunis et la ville de Toulouse, pour avoir un échange entre les bonnes pratiques, donc en termes de technologie, concernant notre mode de vie occidental et en termes de ce qui se fait traditionnellement pour limiter la hausse de la température en Tunisie. Et donc, effectivement, là-bas, il y a une utilisation de la végétalisation pour justement avoir des espaces plus confortables. Combien de cours d'école à végétaliser pour contrebalancer le réchauffement dû au data center? Alors, beaucoup, bien sûr, hein, mais en même temps, tout le monde doit participer. L'effort individuel n'apportera pas grand-chose. Effectivement, il faut qu'il y ait un effort collectif. Et ça se quantifie. Hein. À Météo France, il y a un centre de recherche qui justement essaie de quantifier ça et de cartographier même les zones où il y a besoin de végétaliser. Et concrètement, une ville où comment on sollicite en fait? Albi est très minéralisé et a des espaces avec des îlots de chaleur en ville. Et une commune ou une collectivité peut commander une étude? Alors, ça, il faut prendre contact effectivement pour voir si c'est possible de mener des études à une échelle petite comme ça. Pour l'instant, les études qui ont été menées sont des études sur des métropoles. C'est des prises de température. Ouais. Comment? En fait, nous, ce que l'on a fait sur la commune, c'est des prises de température à certains endroits donnés. Oui. Et il y a un endroit qui est minéralisé parce qu'il y a plusieurs routes et autoroutes. Et donc, on va implanter une forêt de Miyake avec 3 arbres au mètre carré pour faire un îlot de fraîcheur à un endroit qui est surchauffé l'été, parce qu'il n'y a que du capteur de chaleur. Alors, il y a une autre question. On plante, ça sèche. Quelle technique pour éviter les incendies? Alors, pour éviter les incendies, il faut planter des essences qui sont peut-être plus adaptées. C'est le cas, par exemple, sur le pourtour méditerranéen. Et ensuite, il y a aussi de la prévention à faire et beaucoup de pédagogie. Puisque même si il y a évidemment un facteur aggravant important, eh bien, la plupart des incendies, au départ, sont déclenchés par l'activité humaine. Alors, pour ajouter un complément, il y a le projet Giono qui est mené par l'ONF qui permet en fait d'étudier la migration des essences et voir comment on peut les adapter. Et il y a tout un travail qui a été fait en Corse, notamment pour la transformation du maquis et le travail sur les essences et sur le type de graines et sur la façon dont la forêt et le couvert devaient être organisés pour réduire le risque incendie, et ils ont eu des résultats très probants. En fait, il faut mener des études et il faut, sur le réchauffement climatique, le problème c'est qu'il y a deux stratégies. C'est soit l'atténuation, la mitigation, c'est-à-dire on essaie de le réduire au maximum pour éviter le plus catastrophique, ou on s'adapte à ce réchauffement, celui qu'on ne peut pas contrer, et là on met en place des stratégies de résilience et d'adaptation à ce réchauffement climatique. C'est les deux grandes stratégies. L'idée étant d'en faire le moins possible de réchauffement climatique parce que l'adaptation est complexe et nécessite des études très très longues et très difficile. Merci Madame Nouvelle. Non, Monsieur Stéphane, vous avez eu les mots de la transition, mais vous continuez pour développer votre point. Allez, je vais essayer de faire très très vite pour laisser la place à des questions. Ouais, juste une précision, je suis pas maître de conférence, je suis Prague, mais ça change pas grand-chose. Mais j'ai pas eu le temps d'envoyer la correction, j'y ai pas pensé. En fait, ce qu'a bien insisté Madame Nouvelle, c'est pourquoi il faut essayer de limiter. Je vous ai expliqué, il y avait deux stratégies, c'est soit on atténue le réchauffement climatique, soit on s'adapte. En fait, il faut essayer de l'atténuer au maximum parce que les conséquences ne sont pas linéaires, en fait. C'est-à-dire qu'à 1,5 degré, on a quelques nuits tropicales, on a quelques épisodes caniculaires.
à plus 3 degrés, on a énormément de nuits tropicales, énormément d'épisodes caniculaires. Et c'est pareil pour les feux de forêt. À 1,5 degré, on a 40% d'augmentation des feux de forêt. À 3 degrés, on a 97% d'augmentation, donc c'est colossal. Si vous êtes intéressé par ces questions, il y a un très très bon site de vulgarisation dont est issu ce graphique qui s'appelle Bon Pote. C'est Thomas Wagner, un jeune personne convaincue des problèmes climatiques. Et il y a une autre source qui est très intéressante, c'est que vous pouvez faire avec vos étudiants ou avec vos élèves de collège ou même avec les enfants, puisqu'il y en a une version enfant. C'est la fresque du climat. La fresque du climat, en fait, c'est des petites cartes qu'on manipule et qui permettent de comprendre les mécanismes météorologiques et la logique intrinsèque au rapport du GIEC, qui sont parfois un peu austères, qui sont lus par des experts. Et là, avec la fresque du climat, vous avez un outil pour vous approprier ces questions-là, et qui est très pédagogique. En fait, Madame Nouvel a insisté sur le fait, elle a montré deux graphiques, un avec l'activité humaine intégrée dans les modèles et l'augmentation de la concentration de CO2, et l'autre sans l'augmentation de la concentration de CO2, et on voit bien que le réchauffement climatique est de nature humaine et anthropique, c'est le terme qu'on donne, et lié à l'activité humaine. En fait, ça, c'est le graphique que je vous montre, ça s'appelle l'équation de Kaya, c'est une tautologie, en fait, puisque CO2 égale CO2. En fait, quand vous produisez de la richesse, l'émission de CO2 de l'activité humaine dépend de trois facteurs qu'on va essayer de distinguer. Premièrement, bon, la population. Plus on est nombreux, plus on va on va créer de la richesse et donc on va impacter les écosystèmes. Attention, nous, en Occident, on génère 90% des émissions de gaz à effet de serre et ce n'est pas un problème de démographie en Afrique ou en Inde comme on l'entend souvent. Nous sommes responsables par nos modes de vie. Ensuite, il y a le PIB. Et ce que l'on met dans le PIB, c'est-à-dire est-ce qu'on consomme des voitures, des télés, des équipements ou est-ce qu'on consomme plutôt de la culture, de la santé et chaque type de bien a une part plus ou moins importante de CO2. Ensuite, il y a la qualité énergétique et l'énergie qu'on utilise pour créer de la richesse. Vous utilisez plus d'énergie pour créer des biens de consommation que pour créer du lien social, faire du théâtre, etc. Donc, c'est le type de PIB que vous fournissez qui a un impact en termes d'énergie consommée. Et le dernier élément, c'est quelle est l'énergie primaire que vous utilisez pour créer de la richesse. Est-ce que vous êtes plutôt sur des énergies renouvelables, du nucléaire et des éoliennes qui émettent très peu de CO2, ou est-ce que vous êtes sur des énergies fossiles qui, elles, par contre, émettent beaucoup de CO2 ou sur du bois, etc., des combustibles naturels. En fait, c'est le type d'énergie et notre mix énergétique qui va être très déterminant. Et on voit bien, là, c'est des travaux des Nations Unies qui a un lien très fort entre, d'une part, la population mondiale, la concentration de CO2 et le développement humain. Et c'est une bonne chose, à condition qu'on ne continue pas à utiliser du CO2. Et vous voyez très bien, et Madame Nouvel a insisté là-dessus, qu'il y a un lien très très fort entre les deux révolutions industrielles qui sont des révolutions du pétrole et du charbon et l'augmentation faramineuse de la population mondiale et de la richesse produite. Ça, c'est un graphique que j'ai reconstitué à partir des données de Madison, que j'ai eu besoin de faire pour montrer. On voit clairement en 1850 l'impact de la révolution industrielle. Et on s'aperçoit qu'il y a un lien très très fort entre la création de richesse et l'utilisation d'énergie. Il y a des travaux récents de Gaël Giraud, de Zebney Karaman qui montrent qu'il y a une co-intégration très très forte entre l'utilisation d'énergie et la création de richesse. En gros, pour créer de la richesse, il faut de l'énergie parce que pour faire ce webinaire, il faut de l'énergie. Pour venir, alors j'ai pris un vélo, je n'ai pas pris trop d'énergie, mais globalement, pour construire un bâtiment, il faut de l'énergie. Donc, la transformation du monde, c'est de l'énergie. Et The Shift Project, c'est Jean Covici,
travaille sur cette question entre le lien entre l'énergie et la création de richesse. En gros, plus on consomme de l'énergie, plus on crée du PIB, mais il y a une corrélation aussi avec la pollution atmosphérique et les problèmes. Et il y a un très fort lien entre création de richesse et énergie. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, 85% du mix énergétique, alors ça c'est le mix énergétique français, pardon. Alors il y a beaucoup de nucléaire, et le nucléaire a des défauts, mais la qualité d'émettre très peu de CO2. Ensuite, on utilise beaucoup de pétrole, parce que dans les mobilités, notamment dans le transport, il est prédominant, du gaz. Et ensuite, vous voyez, les énergies renouvelables sont une portion finalement assez faible, 11% aujourd'hui. Et donc, globalement, dans le mix énergétique mondial, c'est 85% d'énergie qui émet du CO2 et donc qui contribue au réchauffement climatique et aux problèmes. Vous avez les traditionnels biofuels, le charbon, le pétrole, les différents gaz naturels, etc. Et voyez, si j'ai repris le même graphique, si j'enlève tout, il nous reste que la toute petite truc là, c'est-à-dire qu'on n'a plus d'énergie. Mais si on n'a plus d'énergie, on n'a plus de richesse et on n'a plus de création de richesse. Et tout l'enjeu, c'est d'arriver à découpler complètement la création de richesse et l'utilisation d'énergie qui émettent du CO2. Aujourd'hui, concrètement, on ne sait pas trop faire. On ne sait pas faire et globalement, il va falloir changer radicalement de mode de vie parce que on a un vrai souci. Je vous dis, là, ça c'est le dernier graphique que j'ai chopé sur l'IAE, l'Agence internationale de l'énergie. Donc aujourd'hui, le mix mondial a un peu diminué. Vous voyez, c'est 81% d'énergie qui émet du CO2. Dont il faudrait se passer, mais je vous ai dit que l'énergie utilisée explique 60% du PIB, ça veut dire que si on supprime 80% de cette énergie qui émet du CO2 pour être à la neutralité carbone, si vous avez suivi, si vous faites 80% et 60%, vous enlevez 50% du PIB mondial. Et donc, on a un vrai problème et une vraie question à résoudre qui sera compliquée. Plus on attend, plus ça sera compliqué. Donc là, vous voyez l'inertie, Madame Nouvelle a bien insisté sur le fait qu'il fallait arriver à une émission nette de CO2 le plus tôt possible parce que c'était compliqué. Donc en 2016, on a fait les accords de Paris, mais on n'a rien fait ou pas grand-chose et on a continué à émettre du CO2. En 2020, on a repris des promesses. C'était le G7, là, il y a quelques jours, ils ont refait des annonces. En disant on va faire ça, mais pour l'instant, il n'a rien fait. Concrètement, la Convention citoyenne pour le climat a fait 150 mesures, un certain nombre ont été retoquées par les pouvoirs publics. Ces mesures voulues, ces 150 mesures voulues par les citoyens ne sont pas suffisantes, ne sont même pas assez fortes pour résoudre le problème des accords de Paris, et encore moins ceux qui ont été promis hier ou avant-hier au G7. Ça, c'est toujours bon pote, je vous l'avais dit, c'est un très bon site de vulgarisation. Globalement, un Français, il émet 12 tonnes de CO2. Donc, vous avez par grand secteur le transport, le logement, les biens de consommation, l'alimentation et les services publics. L'objectif, c'est d'arriver à 2 tonnes. Donc, ça veut dire qu'il va falloir faire des sacrés efforts. C'est pareil, moi qui suis conscient des problèmes et qui essaie d'avoir un mode de vie assez écologique, je crois que je suis en faisant très attention, je suis à 4 tonnes. Quoi. Donc, c'est assez compliqué à faire. Mais ce n'est pas impossible. Il y a un très fort lien entre votre pouvoir d'achat et le type de consommation que vous avez et votre émission de CO2. En gros, les plus grands écolos, ce sont les pauvres. C'est parce qu'en fait, ils ont des modes de vie contraints. Et toute la question, c'est comment on s'y prend pour modifier les comportements. Alors, nous, en économie, on travaille sur
sur comment on peut arriver à modifier les comportements. Déjà, on sait qu'il ne faut pas qu'il y ait d'asymétrie d'information et il faut que l'information soit la plus précise possible. Et c'est pour ça qu'il est très important d'avoir des outils pour quantifier les impacts et les dégâts sur la nature, les dégâts sur les systèmes économiques. Il faut être capable de mesurer les externalités positives et négatives, enlever les externalités négatives, c'est-à-dire la pollution, tout ce qui ne va pas bien, et garder au maximum les interactions positives, par exemple les abeilles qui pollinisent les champs, etc. Et ensuite, on peut créer des incitations positives ou négatives. Positive, ça va être une prime pour un vélo électrique, et négative, ça va être un malus. Et éventuellement, interdire des comportements posant problème, et c'est la loi. Mais pour pouvoir prendre la bonne décision, il faut connaître le champ des possibles scientifiques. La semaine dernière, j'étais à une conférence à l'école des mines à Albi. Il y avait un collègue qui prenait la retraite. Il y avait une très belle conférence. Et une personne expliquait qu'elle était capable de, par exemple, recycler les fibres de carbone qui sont aujourd'hui considérées comme du déchet ultime et qui sont enfouies, littéralement. Et c'est dommage parce que si on sait le recycler, ça veut dire qu'il faut modifier la loi que la fibre de carbone n'ait plus le statut de déchet ultime et qu'elle passe dans les matières recyclables. Et c'est toute la question de cette bonne information. On a un rapport qui a été publié par Stern en 2006 qui posait la question, ou qui voulait répondre à la question, combien ça coûterait d'agir contre le changement climatique en réduisant notre consommation d'essence, en mettant des taxes carbone, etc. Et combien ça coûterait si on ne faisait rien. Et en fait, la conclusion, et moi je suis un économiste, c'est l'efficacité au moindre coût, la réponse de Stern était sans équivoque. Ça coûte 5 fois moins cher d'agir pour le climat que de ne rien faire. On dit tout le temps, on ne va rien faire, on va attendre, etc. Mais vu les impacts sur la santé, vu les impacts sur l'économie, vu les efforts qu'il y aura à faire, dites-vous que plus on attend, plus ça nous coûtera cher le jour où on voudra agir. Et il y a tout un débat très technique parce que Nordos, par exemple, qui a eu le prix Nobel, a l'air de dire que le réchauffement climatique à 3 degrés, ça passerait. Aujourd'hui, les modèles évoluent et on est assez dubitatif sur les travaux de Nordos. En fait, l'économie se pose la question de comment on utilise les ressources naturelles et comment on utilise aussi le climat. Alors, on l'utilise dans l'agriculture, on l'utilise dans les loisirs et le tourisme. Dans une région comme l'Occitanie qui est très marquée par le tourisme, une dégradation du climat, c'est une dégradation aussi des activités touristiques, agro-pastorales, etc. Ça nous pose des problèmes sur les dangers de diminution des populations. On a des rapports de l'IPBES qui nous donnent des disparitions d'espèces qui sont assez préoccupantes. Et toute la question, en fait, c'est de voir les services que nous donne la nature. En fait, Madame Nouvel n'a pas eu le temps d'insister là-dessus, mais une modification du climat, c'est une modification de l'étiage des rivières, c'est-à-dire de leur niveau au plus haut et au plus bas. Donc, ça veut dire des problèmes d'inondation ou de pénurie. Il faut de l'eau, par exemple, pour utiliser Golfech et la refroidir. Ça pose des problèmes d'épuration de l'eau, ça pose des problèmes éventuellement d'eutrophisation de l'eau, d'apparition de maladies, etc. Et la nature a aussi un service culturel. Elle nous procure des plaisirs esthétiques, et c'est vrai qu'une forêt brûlée, c'est beaucoup moins joli qu'une forêt entretenue. Et elle nous donne de l'approvisionnement. Moi, j'ai travaillé rapidement, et toute la question, en fait, c'est qu'est-ce qu'on va léguer à nos générations futures? Parce qu'en fait, en dégradant le climat et en dégradant, on a des valeurs d'option pour le futur ou des valeurs de legs qui sont compromises. Il y a toute une comptabilité qui se met en place, notamment qui s'appelle la comptabilité CARE, et qui essaie de prendre en compte en fait les ressources naturelles aujourd'hui. Donc il y a quand même un travail de la science économique qui est souvent taxé de ne pas se préoccuper de ça, mais les gens ne commencent pas. En fait, toute la question que nous on se pose économistes, c'est que mesurer. Est-ce qu'on mesure le progrès social, les limites biosphériques? Est-ce qu'on mesure du développement humain?
comment on le mesure et pourquoi on le mesure. Qu'est-ce que c'est la richesse véritable? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a tendance à tout focaliser sur le PIB, mais en fait, nous, on mesure plein d'autres choses. Et on aimerait que, par exemple, des institutions qui fonctionnent, la confiance, le découplage entre création de richesse et utilisation des ressources. Et donc, en fait, sans mesure, il n'y a pas possibilité d'avoir du débat. Alors, il y aura toujours des controverses sur la façon dont on mesure, mais au moins, on a quelque chose de concret et d'objectif pour discuter. La nature, et Madame Nouvelle a beaucoup insisté là-dessus, c'est un commun. Et pour gérer un commun, il faut des institutions. Et pour ça, il faut savoir qui a accès à la nature, comment il l'utilise, quelles sont les règles qu'on a ensemble, quelles sont les sanctions pour les contrevenants, ceux qui ne font pas ce qu'il faut. Et je vous signale qu'on va avoir aussi des communs négatifs à gérer. Aujourd'hui, on parle beaucoup des communs positifs, les forêts domaniales, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait des friches industrielles? Qu'est-ce qu'on fait des sites qu'on va démanteler et qui polluent? C'est-à-dire comment on gère en fait cet héritage qu'on va avoir. Aujourd'hui, en économie, on travaille sur... Il y a un petit livre qui est très intéressant qui s'appelle Au-delà du marché de Kashif Bassou, qui est très intéressant, c'est comment la loi modifie le comportement du corps social. En fait, dans la conception traditionnelle de l'économie de la loi, on a l'impression que les gens sont des robots, on leur dit ça, ils font ça, mais ce n'est pas toujours vrai. Et donc, en fait, il faut se poser la question de comment on modifie les perceptions des gens, leurs gains. Et notamment, on prend l'exemple de l'aéroport d'Israël. Imaginez, vous êtes à l'aéroport d'Israël, vous attendez, spontanément, tout le monde va choisir un point de rendez-vous. Puis un jour, il y a quelqu'un de zélé qui dit « Je vais mettre un panneau point de rendez-vous ». Et au lieu d'améliorer la situation, il va la dégrader parce que du coup, il y a 2 points de rendez-vous. Et donc, il faut qu'une loi remplace l'autre et qu'elle soit adaptée, que les gens l'écoutent. En fait, le droit et les institutions en économie sont fondamentales. Et le problème, c'est que si un gouvernement a la réputation de faire adapter des lois pas appliquées, ben, la réglementation ne sera pas appliquée. On a eu l'épisode des bonnets rouges en France, il y a pas eu les portiques sur le transport routier, on a eu les gilets jaunes, il y a eu un gel de la taxe carbone pour modifier les comportements. Et c'est dommage, parce que par exemple, on a une étude de l'OCDE qui vient de sortir qui montrait que si on avait augmenté la taxe carbone à due proportion de ce qui était prévu par la loi de 2019, on aurait eu d'excellents résultats sur la diminution des gaz à effet de serre sans pour autant avoir d'impact sur l'emploi. C'est intéressant. Vous voyez l'emploi en violet. Pourquoi? Parce que les agents économiques s'adaptent, pour peu que la loi les contraigne à le faire. Alors, M. Escan m'avait posé une question, il me disait est-ce qu'il va falloir parler des voitures? C'est pour vous montrer que les questions sont complexes. On dit on va passer à la voiture électrique. OK, mais si vous avez une voiture avec le mix énergétique de la Pologne, qui est essentiellement des centrales à charbon avec des batteries produites en Chine, vous n'avez quasiment aucun gain par rapport à du diesel. Alors, éventuellement, si vous habitez en Suède, que la batterie a été faite en Suède, parce que vous avez un mix énergétique ultra super bon, là, ça va être pertinent. Et toute la question de l'économiste, et nous, on est là pour montrer les choses, et après, c'est aux politiques à choisir. Nous, on est là pour essayer d'aider à voir les choses, à discerner. Là, typiquement, je vous ai pris une voiture thermique classique avec son bilan CO2, une voiture électrique moyenne milieu de gamme. Grosso modo, une voiture normale, il faut 3,5 tonnes de CO2 pour la produire. La voiture électrique, c'est pareil, mais il faut rajouter 3,5 tonnes pour la batterie. Alors, c'est vrai qu'à l'usage, avec le mix énergétique français, ça ne va pas trop polluer, mais vous voyez, pour rattraper, il va falloir faire 40 à 50 000 km pour rattraper la voiture électrique. Et ensuite, si on change la batterie à 100 000 km, il n'y a pas de gain. Et donc, il n'y a pas de solution miracle. Il va falloir faire des efforts, quoi qu'il arrive. En Occitanie, ça donne quoi? En Occitanie, les secteurs impactés vont être le tertiaire, notamment les bâtiments, le secteur de la construction. Alors là aussi, il faut faire évoluer la législation. Je fais partie d'un truc qui s'appelle la Convention des entreprises pour le climat. C'est 150 entrepreneurs qui essaient de voir comment on peut décarboner l'économie.
Et c'est Éric Duverger et Valérie Brunel, 2 personnes formidables qui ont monté ça sur le modèle de la Convention des citoyens pour le climat. Et du coup, on sait faire des bétons verts, mais il faut que la législation permette d'avoir des garanties ou des aides pour que ce soit pris en compte par les normes. Le secteur de l'industrie va être très touché, notamment l'aérien, à cause de la Covid et parce que c'est un secteur qui est montré du doigt et qui émet beaucoup de CO2. Le secteur agricole aussi va être très impacté. Alors, l'aéronautique risque d'être impactée à Midi-Pyrénées. L'avion à hydrogène est une solution, mais on pense qu'il y aura des modifications des comportements liés au transport aérien. C'est une région, la région Occitanie, très agricole, avec beaucoup de production ovine, avec beaucoup de fruits. Mais le problème, c'est que le réchauffement climatique induit une modification du cycle phénologique de la plante. Et du coup, on a des problèmes pour arriver à faire en sorte que le raisin soit de qualité, avec des qualités d'acide, etc. On s'aperçoit que s'il y a trop de jours de canicule, de jours d'échaudage, les ovins, par exemple, ou les bovins ne prennent pas de viande et on a des pertes de production de 20 à 30%. Globalement, moi, j'ai fait des simulations pour l'ouest du département du Tarn avec Agira. On a des pertes de rendement de 20% à peu près dans le monde agricole sur un scénario moyen en 2040. Et c'est compliqué en sachant qu'ils ont déjà du mal à vivre. Alors là, je vous ai pris le couvert forestier d'Occitanie. On a un vrai problème parce que notamment sur les forêts de hêtres. On pense que les forêts de hêtres peuvent totalement disparaître de la région. Vous voyez là, en bas, ça c'est des données de l'ONF du Pronégiono. En fait, ça c'est les forêts de hêtres en France. Et vous voyez, il n'y en a plus à l'horizon 2100 dans la région. Et pour répondre à la question, il y a 2 essences qui prennent très très cher. Ça, c'est une étude sur le parc national des Cévennes. C'est les châtaigniers dans les Cévennes et les chênes pubescents qui sont très impactés par le réchauffement climatique. Alors nous, on travaille. Moi, j'essaie d'accompagner. Vous voyez, par exemple, c'est typiquement un travail qu'on fait. On a pris toutes les filières dans le Tarn et on a essayé d'établir les dépenses énergétiques qu'on a sur chaque modèle par poste. Et on a regardé avec les données de Méodo France, les dates de reprise de végétation, les mises en herbe, etc. Comment on pouvait essayer d'éviter en plantant différemment, etc. Mais on a des vrais problèmes. Par exemple, sur les dates des vendanges, on a plus d'alcool, moins d'acidité. Donc, sur les qualités organoleptiques du vin, ça pose des problèmes, surtout dans la région. Et donc, il va falloir s'adapter. Et plus on limitera le changement climatique en ayant une action volontaire qui coûte 4 à 5 fois moins cher, je le rappelle, mieux ça sera. Les agriculteurs aujourd'hui qui vivent très très mal sont des experts du changement climatique et ont fait un travail colossal. Aujourd'hui, il y a encore un agribashing qui existe. Moi, je travaille avec des agriculteurs qui, pour certains, sont conventionnels, mais pour la plupart, essaient de passer en bio. Et en fait, ils travaillent énormément sur le stockage carbone par des techniques culturales simplifiées, par de l'agroforesterie. Et c'est assez rigolo quand je vois des gens un peu écolos me parler d'agroforesterie. Moi, je vois des dépliants dans les champs d'agriculture depuis 10 ans, 15 ans. Quoi. Donc, il y a un vrai travail. Il faut juste les aider plus que les juger. Et je crois c'était la dernière diapo, non? Ouais, c'était la dernière diapo. Et j'ai fini ma présentation. Et toute la question, en fait, moi, mon métier, c'est de vous présenter les choses. Et après, c'est aux politiques et à Gérard et à des gens aux citoyens qui votent de prendre des décisions. Sachant que nous, on est là juste pour éclairer le débat et pas... Merci, Monsieur Stéphane. Nathalie, y a-t-il des questions sur le chat? Alors, il y a une remarque d'un participant. Les premiers graphiques montrent bien que le réchauffement anthropique ne peut pas être appelé anthropocène, que je trouve très culpabilisant, mais plutôt satiétocène, c'est-à-dire un réchauffement lié à la création de sociétés de satiété. Et ça, c'est plutôt bien.
Il faut maintenant arrêter notre addition au CO2. Ouais, alors ça c'est une question d'un expert qui concerne essentiellement les experts. En fait, il y a des gens qui appellent ça le capitalocène, d'autres qui appellent ça le plantocène par rapport à la colonisation, d'autres l'anthropocène. En fait, la question, c'est pas tellement le problème. Le problème, c'est d'arriver à créer ce qu'on appelle des métanoïas, c'est-à-dire des conversions du regard. Nous, on a travaillé avec l'Observatoire des vécus du collapse et Pierre-Éric Sutter sur ces questions. On a interviewé plus de 1000 personnes en France. Et en fait, on s'aperçoit que ce qui est important, c'est le moment de prise de conscience. Et ça peut être n'importe quoi. Il y en a, ça avait été en regardant des images de la Voie lactée en montagne. Greta Thunberg, ça a été les ours polaires qui disparaissent et la banquise qui fonde. Un ami, c'est parce qu'il a vu que les abeilles disparaissaient, qu'il n'avait plus de miel et qui s'est rappelé de la phrase d'Einstein, le jour où les abeilles disparaissent, l'humanité n'a plus que 10 ans à vivre. Et en fait, ce qui est important, ce n'est pas de s'attarder trop sur les mots, c'est d'essayer de voir comment on va pouvoir passer un message qui ne soit pas trop culpabilisant et qui permette de sensibiliser, en sachant que certains vont avoir besoin d'aller vers des mécanismes de peur, d'autres vont avoir besoin d'aller vers des mécanismes d'espoir, et que ça, c'est très variable d'un individu à l'autre. Et qu'on ne sait pas a priori ce qui va impacter les gens, mais ce qui est important, c'est que les gens comprennent qu'on est face à une situation assez grave, je ne veux pas dramatiser à outrance, et qu'il est temps d'agir. Voilà. J'espère avoir répondu à la question. Donc, merci. Effectivement, si c'est moi qui dois apporter les solutions, la barrière hôtel, pour le coup. En fait, le thème de moins, la question que vous m'avez posée, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de manière individuelle et ou collective. Alors donc, je vais essayer de répondre chaque fois avec les deux aspects en tant que citoyen, d'une part, et en tant qu'élu, maire d'une commune ou vice-président de l'agglomération, autrefois vice-président d'une région. En fait, ce qui se passe, c'est que il y a toujours une mise en balance entre ce que fait l'individu et ce que fait la société. Ce que fait l'individu, tout au plus, il contribue. Mais il est, je crois, un mensonge récurrent qui consisterait à dire et à faire croire « Ah, mais si tout le monde se mettait à être vertueux, la vie serait impeccable ». Et donc, c'est malheureusement, je crois, le discours récurrent qu'on a face à nous, avec des gens qui nous disent « Ah, mais si vous ne jetez pas de papier, il n'y en aurait pas à ramasser dans la rue. » Et donc, si vous êtes, vous, à ne pas jeter de papier, mais si vous ne jetez absolument rien à la poubelle, et s'il y a 2 personnes dans un foyer, vous aurez 1000 litres de déchets en moins. C'est à peu près, à quelques litres près, la moyenne en France. Là, dans ma toute petite commune qui fait 540 hectares, pendant tous les lundis matins du printemps, on ramasse les papiers ou les déchets qui traînent dans la commune. Mais en 2 heures les lundis matins de printemps, on a ramassé 5000 litres, quoi. Ça veut dire que s'il n'y a pas une organisation collective et que l'on compte sur des gens qui vont être tous vertueux, on va attendre très longtemps. Et donc, c'est ça, les parallèles que je veux faire, c'est entre ce que sont des actions individuelles possibles et ce que sont les règles à prendre qui peuvent changer le comportement sociétal. Tout à l'heure, Loïc Stéphane disait comment la loi modifie le comportement. Je vais prendre un exemple d'une mesure que j'ai prise il y a déjà une quinzaine d'années sur la commune, sur une ressource, un bien commun qui est l'eau. Bon. En France, la consommation moyenne d'un foyer, c'est 120 mètres cubes par an. Dans ma commune, j'ai construit un écoquartier où les gens consomment moins d'eau, et donc dans l'écoquartier, la consommation est de 70 mètres cubes. Là, on est sur quelque chose qui est une rupture, qui est un vrai changement. Quand on regarde l'évolution de la consommation d'eau par foyer sur un pas relativement long de 20 ans, la consommation baisse de 1 à 1,5% par an. Mais en fait, ce n'est pas parce qu'on devient plus vertueux, c'est parce que dans le même temps, il y a 2 ou 3% d'habitants en moins par foyer. C'est-à-dire qu'on est de moins en moins nombreux par foyer. Donc, c'est normal qu'on consomme moins dans un foyer, mais il y a moins de monde. Donc, ça veut dire qu'individuellement, on consomme plus.
Alors, il y a une quinzaine d'années, on a mis en place un dispositif qui modifie la tarification de l'eau. Et en fait, on a changé le paradigme de la loi de marché très conventionnelle qu'on appelle la remise quantitative. C'est-à-dire que quand vous achetez un produit, si j'achète une tasse, elle vaut 10 euros. Si j'achète 100 tasses, je les aurai peut-être à 9 ou 8 euros la tasse. Et on a des remises qui sont quantitatives. Mais pour l'eau, pour un bien commun, je fais le contraire. C'est-à-dire que les premiers mètres cubes ne sont pas taxés. Et plus on en consomme, plus le prix du mètre cube augmente. C'est-à-dire que la première tasse, elle est gratuite. Mais si vous en achetez 10, elle valent 5 euros chacune. Si vous en achetez 100, elle valent 50 euros chacune. C'est-à-dire que vous êtes beaucoup plus gaspilleur si vous en prenez 100. Et donc, en changeant cela, tout d'un coup, ce qui s'est passé, c'est que j'avais sur la commune une consommation moyenne qui était un peu plus élevée que la moyenne française, parce qu'on est une commune moins urbaine, était de 130 mètres cubes, un peu au-delà des 120. Mais en dehors de l'écoquartier, aujourd'hui, quelques années après, d'ailleurs 5 ou 6 ans après la mise en place de la tarification progressive de l'eau, cette consommation moyenne est passée de 130 mètres cubes à 75 mètres cubes. On a divisé presque de moitié. Aujourd'hui, on a atteint la moitié de ce qui était consommé à l'époque parce qu'il y avait une espèce de carotte économique en même temps qu'une carotte environnementale. Et si vous voulez mon avis, c'est plus de la carotte économique qui a été l'impulsion, et je reprends sur la phrase, comment la loi modifie le comportement. D'ailleurs, les enjeux de cette modification de la tarification, c'est quelques dizaines d'euros par an. Mais le symbole est tel que ça a changé le comportement avec des gens qui se sont mis à mettre en place des cuves de récupération de l'eau de pluie pour arroser le jardin, qui se sont mis à mettre des aérateurs dans les robinets qui font que chaque fois qu'on met un aérateur dans un robinet, on économise 5 mètres cubes par an. Et c'est 5 mètres cubes vraiment perdus parce que c'est uniquement de la pression que l'on cherche, pas de la quantité d'eau. Bref, changer le rapport à la consommation, là d'un bien commun qui est l'eau, en faisant en sorte que la règle induise un comportement. Mais c'est souvent compliqué à généraliser. Prendre un autre exemple qui est celui de la plantation des arbres. Alors, tout à l'heure, vous avez tous les deux évoqué la plantation des arbres. Je travaille avec l'association Arbres et Paysages depuis près d'une vingtaine d'années maintenant. Et donc, on fait en sorte d'inciter tout un chacun à planter des arbres chez lui. Quand quelqu'un a un terrain de 500 mètres carrés, il arrive parfois à planter 2 arbres et aller une petite dizaine d'arbustes. Alors, quand arrivent les élections, aux dernières élections municipales, tout le monde y allait de « Allez, je vais planter un arbre par habitant ». Et puis, il y a ceux qui disent « Oh non, mais c'est trop ». Ceux qui veulent plus ou moins, en disant « C'est pas raisonnable », etc. Et donc, moi, comme je ne suis pas un maire raisonnable, j'ai dit ben, « On va essayer d'en planter 2 ». Alors, c'est ce qu'on a dit dans le programme, mais en réalité, on va en planter 10 par habitant. Et en fait, aujourd'hui, ce dont on se rend compte, c'est que déjà, au bout d'un an et demi de mandat, on va l'avoir déjà planté 3 par habitant. Et l'objet, c'est, tout à l'heure, on parlait des îlots de chaleur. Alors, je vais évoquer rapidement, quand on évoquait un questionnement par rapport à ce point-là, on a un terrain qui est en plein milieu de route et qui est un terrain abandonné. Alors, on a regardé comment un terrain abandonné, parce que ce n'est pas le tout de planter des arbres n'importe où, ce n'est pas miraculeux, quoi, un arbre. Il faut qu'il y ait un certain nombre de facteurs pour pouvoir l'implanter. Alors, bien évidemment, un terrain abandonné, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas de compteur d'eau qui traîne à proximité. La terre, elle est plutôt moyenne, c'est pour ça que le terrain il a été délaissé. Et donc, on a travaillé ça pendant plusieurs années avec des gens de l'agroforesterie. Alors, on va mettre un couvert de 20 cm d'épaisseur, à peu près, de BRF, de bois raméal fragmenté, qui va venir apporter une humidité, qui va venir apporter des nutriments pour pouvoir planter une forêt, mais qui soit très, très dense. Tout à l'heure, il y a une question qu'on n'a pas tout à fait compris sur l'histoire des 2 mètres. Je ne connais pas quelle est cette règle des 2 mètres, je n'avais pas entendu parler. Là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va planter 2 à 3 arbres par mètre carré. C'est-à-dire qu'ils soient les uns sur les autres, et de toute taille, de l'arbuste à la haute tige, de telle sorte que très rapidement, ils s'alimentent eux-mêmes et ils s'arrosent eux-mêmes. En fait, on fait ça déjà depuis plusieurs années sur la commune, avec des arbres qu'on plante, des fruitiers, tenez-vous bien, sans aucun arrosage. Par contre, quand on les plante racines nues et avec dessus 200 litres de BRF. Ce qui fait qu'il a l'arrosage de l'année, le nutriment de l'année. La deuxième année, on repasse et on met 50 à 75 mètres cubes 75 litres de ce même BRF et après on l'arrose plus jamais. Il n'y a quasiment pas de perte. Et ça sur des terrains médians qui sont les terrains de la plaine albigeoise, qui sont ni les terrains très riches de la plaine en Ukraine, ni le désert de Gobi. C'est tout ce qu'il y a de plus médian.
En fait, la difficulté, c'est comment peut-on faire pour que tout un chacun ait envie de contribuer à une plus grande biodiversité, à une diminution de la température en plantant des arbres chez lui, et faire en sorte que la collectivité, là où les espaces, elles viennent consolider avec des arbres. Alors, on a une chance, c'est que nous, l'école, elle ressemble déjà assez à la photo de ce que vous avez montré. On a une école où, dès le départ, mes prédécesseurs qui avaient construit l'école avaient construit l'école en plantant des arbres. Nous, on a mis une crèche, pareil, en plantant des arbres dedans, de telle sorte que l'îlot de fraîcheur est intégré dans la parcelle qui concerne l'école et la crèche en l'occurrence. Là, on vient de construire un réfectoire, une cantine, qui a été la première cantine zéro plastique de la région Occitanie, mais elle est implantée, pardon, au milieu des jardins partagés et des vergers partagés. Sur la commune, on a mis en place 2 jardins partagés, 6 vergers partagés, de telle sorte qu'on a toute une série de choses à la fois. On a de l'alimentation disponible sur place, on a de la fraîcheur par les arbres qui y viennent, et on a aussi un élément important qui est un paysage qui va avec. L'an prochain, on veut démarrer une action un peu particulière. On veut faire l'attaque de la façade ouest. En fait, je veux faire l'inventaire de toutes les façades ouest des maisons de la commune qui sont sans le moindre parement végétal. En fait, c'est quoi une façade à l'ouest? C'est un capteur thermique. C'est quelque chose qui vient chauffer la maison, qui vient chauffer la ville. Et donc, l'objet, c'est de faire l'inventaire de toutes ces façades ouest qui ne sont pas du tout protégées pour voir comment, dans l'espace public, on plante des arbres et des arbustes pour faire en sorte que la façade soit à l'ombre. Ça, mine de rien, sur la façade ouest, c'est 20 à 25 degrés d'écart. La main sur le mur sans protection, la main sur le mur derrière un figuier, c'est 20 à 25 degrés d'écart. Donc, ça veut dire que la nature de l'isolation qu'il y a derrière, la nature de la climatisation qu'il y a derrière, ce n'est pas du tout la même chose. La nature de l'électricité que l'on consomme pour mettre la maison à température, ça n'a strictement rien à voir. Mais si vous voulez, ça, si seule la collectivité le décide, on n'arrivera pas à tout parce que je vais avoir plein de façades ouest qui ne seront pas avec un espace public contre elles. Mais je vais être chez le particulier. Comment je fais pour arriver à le convaincre pour qu'il fasse ça? Lui aussi. Et donc, la part de la communication qui va avec, l'attaque de la façade ouest, rien qu'en soi, c'est bizarre d'ailleurs d'avoir une idée comme ça d'un programme public, mais l'idée, c'est de dire aux gens, de sensibiliser les gens, attention, vous avez quelque chose qui est particulier, pourquoi vous ne vous en occupez pas, pourquoi nous on s'en occupe, et pourquoi il faut qu'on s'en occupe tous ensemble. Cette histoire de cette protection, je ne sais pas parce que je crois que j'ai un temps très contraint, parce qu'il est déjà 25, hein, voilà, 3 minutes. Cette histoire de la neutralité carbone, c'est quelque chose qui est compliqué. Lorsqu'on a préparé cette réunion, j'ai entendu Loïc qui disait qu'il consommait 4 tonnes. Je le connais un peu, je me suis dit, quand même, s'il consomme quand même 4 tonnes, alors je suis allé voir, je suis allé vérifier pour moi-même, parce que je ne l'avais pas fait depuis longtemps. Bon, alors j'étais ravi, je me suis dit, tu vas faire enrager, parce que je suis tombé à 2 tonnes. Mais ces tonnes sont très suspectes. En fait, ce qui se passe, c'est que dans les 11-12 tonnes que chaque Français émet, la partie qu'on consomme réellement sur place est de 4 tonnes, le reste est importé. On a fait, alors c'était pas vieux, c'était hier soir, on avait une réunion à l'agglomération, on est dans un plan transition environnementale à l'agglomération, et on a calculé quelles étaient les émissions de CO2 des Andigeois. Elles sont de 4 tonnes, sans les tonnes importées. Et immédiatement après, on tombe à 11-12 tonnes. Et donc, j'ai bien vu que dans mon calcul, j'étais suspect. Je suis sûr que le calcul de Loïc est beaucoup plus précis parce qu'il connaît ça mieux que moi. Parce que j'avais du mal à repérer où c'est que se situait la zone importée par importée. Et puis, quand vous voulez être exemplaire, alors qu'en tant que maire, vous êtes vraiment dans le collimateur, si vous commencez à faire un truc qui n'est pas d'équerre, vous êtes vite de le repérer. Alors, je me suis rendu compte qu'avec le temps, j'ai un certain nombre d'indicateurs personnels à la maison. Le nombre de fois où je sors la poubelle par an. Et donc, au bout d'un moment, pour faire attention que ça ne devienne pas obsessionnel, mais finalement, maintenant, je ne sors la poubelle que 5 ou 6 fois par an. Le plein de la voiture, je le fais que 3 fois par an. Mais par contre, je me déplace beaucoup. J'ai un métier où je dois être souvent à Toulouse, à Castres, à Paris. Et finalement, je ne prends plus la voiture. Alors ça a un autre effet. Au bout d'un moment, quand on devient un peu obsessionnel de ces choses-là, il faut vite arrêter d'en parler.
J'en parle aujourd'hui parce que c'est une conférence. Mais quand on fait, comment dire, de l'action publique, si on fait ça, très vite sort le syndrome de ce pseudo premier à la glace qui agresse tout le monde. En fait, c'est compliqué. Et il y a une chose qui est compliquée, et je vais conclure là-dessus. Loïc l'a évoqué, il a parlé à un moment d'un mot qui est le mot le plus important et qui est la clé de tout le développement durable, c'est la pauvreté. Tous les textes depuis le sommet de Rio, mettent toujours comme premier objectif du développement durable la lutte contre la pauvreté. Toutes les études que j'ai pu voir au tout début, la première que j'avais vue, c'était sur le tri des ordures ménagères. Plus les gens sont pauvres, moins ils trient. Ils ont d'autres soucis que de trier. Plus les gens sont pauvres, moins ils sont concernés par les problèmes énergétiques, par les problèmes climatiques. La priorité est ailleurs. Et dans la pauvreté, en plus, il y a deux champs de la pauvreté. Il y a la pauvreté et la très grande pauvreté, qu'on connaît beaucoup moins bien évidemment dans le monde occidental, qui est le monde des gens qui ont moins de $1 par jour ou $2 par jour. Là, c'est une notion qui disparaît totalement. Ne jamais oublier que lutter contre le changement climatique, ça passe d'abord et en premier lieu par la lutte contre la pauvreté. Bon, voilà pour le cahier des charges des 3 minutes qui me restaient. Merci, M. Pouja. Y a-t-il quelques questions? Alors, il y a une question. Quel est le pourcentage des surfaces agricoles d'Occitanie qui sont passées à l'agroécologie, couverture permanente des sols, non-travail du sol? Alors, à la louche de mémoire, il y a 25% des surfaces agricoles utiles d'Occitanie qui sont en bio. Et de mémoire, c'est autour de 5%. Mais c'est énorme. Parce qu'en fait, après, c'est compliqué parce que, par exemple, quand on prend une prairie pour du bovin ou de l'ovin, il y a toujours un bout de bois à côté, etc., qui est compté en surface forestière, etc. Mais globalement, il y a un vrai effort qui est fait de ce côté-là et les choses évoluent plutôt dans le bon sens. Merci. Pas d'autres questions. Bien, écoutez, nous sommes dans les temps, 18h30. Merci à vous trois pour ce tour d'horizon, cet état des lieux. Une conclusion un peu personnelle, j'ai envie de dire que vos propos nous poussent à nous orienter vers des choix de vie individuelle et collective. J'ai bien entendu souvent dans vos propos le terme collectif, ce n'est pas individuellement, mais c'est collectivement que nous arriverons à contrarier cette évolution du changement climatique, des actions volontaires de chacun d'entre nous. Donc, effectivement, ces orientations vous permettraient d'envisager une société durable, solidaire, voire résiliente et capable de succéder à nos sociétés donc, très industrielles. Cette conférence n'aurait pu être construite sans le soutien de logistique d'Emmanuel Valois, de Florent Duclos, d'Olivier Maty du siège MEGN et l'apport technique de l'association Delta 7. Une petite incise, oui, une enquête de satisfaction est mise à votre disposition. Merci de bien vouloir y répondre. Et les présidentes et les présidents départementaux de l'Ariège, de l'Aveyron, des Hautes-Pyrénées, de la Haute-Garonne, du Gers, du Lot, du Tarn et du Tarn-et-Garonne se joignent à moi pour vous souhaiter une très bonne fin de soirée. Merci à vous tous.